Allez, c'est parti. Salut à tous. On a tout le monde qui rentre doucement dans la salle. Salut Patrick, Blandine, salut Rémi, Nicolas, Angéline, Dario, Malo, Stéphane, Ismaïl, tous les autres. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Des petits coucous dans le chat aussi. Ok. Bon, écoutez, bonjour à tous. C'est plaisir de vous voir pour une nouvelle masterclass très, très stylée. Aujourd'hui, on va parler de product dans l'industrie des cryptos. C'est un sujet qui éveille beaucoup de curiosité. Du coup, ce format laissera un peu plus de place à vos questions par rapport à d'habitude. Je vais encore laisser un peu tout le monde arriver. J'en profite pour saluer les membres de TPC. J'espère que beaucoup d'entre vous ont kiffé les ressources partagées par le crew ce mois-ci, notamment la big boîte à outils en product marketing qu'on a réalisé en collab avec les experts d'Alan, Doctolib, Alma, Upslide, OVH. On les salue tous. Si ce type de ressources vous intéresse et que vous n'êtes pas encore membre, pas de souci. Pauline est là pour vous remplir un peu votre journée de bonheur avec les petits liens utiles qui arrivent tout de suite dans le chat. Et enfin, petit update aussi côté carrière product. Si vous êtes en recherche, il vous reste 4 jours pour vous inscrire au stream de recrutement. Ça vous permet tout simplement de matcher avec des bêtes de start-up et scale-up tech, comme CoinHouse d'ailleurs, sans CV, sans avoir à candidater. Donc, minimum effort, maximum de belles opportunités. Et on clôt le batch à la fin de la semaine, du coup. Donc, voilà pour les news. Je vois qu'on est assez nombreux là dans le live, ça continue à arriver. Donc on va laisser la place au live. Hein. Et puis, je vais laisser le micro à Sarah et Marie. Merci déjà à vous deux de partager un peu la genèse du produit chez CoinHouse. Un peu en 4 grands temps. Vous allez voir 4 gros challenges, mais qui ont abouti à des tournants majeurs pour leurs produits. Donc, vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans le chat dès maintenant. Comme je disais, on a gardé un petit peu de temps à la fin pour vraiment pouvoir bien discuter, avoir de l'échange. Donc voilà, à la fin de cette masterclass, on aura aussi le temps pour vous poser vos questions. Mais place au live, à vous, Sarah et Marie. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Du coup, je vais présenter Sarah. Donc, Sarah, c'est la product director chez CoinHouse. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'elle est là, à peu près. C'est ça. Et du coup, Marie, qui est Talent Acquisition Lead chez CoinHouse. Donc c'est avec elle que vous allez avoir le premier contact. Pour ceux qui ne savent pas, CoinHouse, en fait, c'est la première cryptobanque européenne, pour faire plutôt simple. Notre mission, c'est de trouver en fait, une façon de divertir le portefeuille d'investissement en fait, de nos clients, que ce soit des particuliers, des entreprises ou même des institutionnels, en mixant la finance traditionnelle avec de la crypto. Voilà, pour faire assez simple. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler effectivement de la manière dont on a abordé certains problèmes qui ont été super structurants pour le produit chez CoinHouse. Mais avant ça, on va revenir un peu en arrière et vous parler un peu de notre métier au départ. Au départ, CoinHouse, c'est la maison du Bitcoin, en fait, qui est à la fois un comptoir digital, mais avant tout un comptoir physique, pour ne pas dire une boutique, où les utilisateurs pouvaient venir avec leurs euros et les convertir en crypto. Ce qui m'amène au premier problème. Finalement, dans cette configuration-là, il y avait une vraie dépendance entre les opérations, donc l'achat et la vente, et la conservation. Et donc, nos utilisateurs devaient posséder un wallet crypto, un wallet externe, pour pouvoir faire une transaction chez nous, puisqu'on n'assurait pas du tout la conservation et on les livrait directement sur leur wallet externe. Je ne sais pas combien d'entre vous savent ce que c'est qu'un wallet déjà, ou comment ça marche et quels sont les risques associés. Quand vous êtes posé toutes ces questions, déjà, je pense qu'on en a perdu la moitié d'entre vous. Et c'est ce qui se passait. Du coup, on avait finalement un gros problème de barrières à l'entrée et de friction sur l'ensemble du parcours d'achat, ce qui limitait drastiquement la taille de notre marché adressable. Ce qui a impacté aussi beaucoup le customer success. In fine, il faut dire qu'il passait énormément de temps à répondre aux questions de nos clients sur ce qu'était un wallet, comment ça marche, et ainsi de suite.
À un moment, CoinHouse était vraiment devenu le support client de Ledger, pour ne pas les citer. Donc, très clairement, ça posait un gros problème puisque leur mission, c'était plutôt de conseiller nos clients sur leur stratégie d'investissement plutôt que leur expliquer ce qu'était un wallet, soit le prérequis pour pouvoir investir. Du coup, on s'est dit que pour une banque, c'était pas mal quand même d'avoir un compte en crypto. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On permet aujourd'hui à nos clients, finalement, de stocker leur crypto directement sur la plateforme, en toute sécurité, bien sûr. Et puis derrière, ça nous a permis de transformer cette relation qui était finalement assez occasionnelle au départ, puisque le client, il vient au comptoir, il repart, un peu comme chez Western Union, en une relation vraiment plus durable et plus pérenne, avec la rétention qui va avec d'un point de vue business. On a fait x2 sur la LTV en moins de 9 mois. Et puis aujourd'hui, on a plus de 200 millions d'actifs sous gestion. Cette fonctionnalité-là, ça a été vraiment la pierre angulaire pour CoinHouse, pour transformer notre business model. Et puis, ça a donné naissance, bien sûr, à beaucoup d'autres use cases derrière, comme par exemple le dépôt et le retrait. Le dépôt étant un vrai vecteur d'acquisition. Et puis, le retrait, finalement, ça a l'air assez simple, mais il a fallu construire quand même une architecture très robuste pour à la fois fournir à nos clients un distributeur de billets pour pallier à leurs besoins de liquidité assez immédiats et en même temps d'avoir un coffre-fort ultra sécure dans l'arrière-boutique pour tout le reste des cryptos. Et puis, ça nous a aussi permis de finalement donner vie à une vision beaucoup plus portefeuille et comment permettre à nos utilisateurs, pas seulement d'acheter et de vendre, mais aussi finalement d'investir et de faire croître cet investissement à travers une vraie représentation de leur portefeuille. Le deuxième problème qu'on voulait partager avec vous, il est aussi lié à notre histoire. C'est-à-dire qu'historiquement, CoinHouse, c'était 3 cryptos, le Bitcoin, l'Ether et le Litecoin. Finalement, le Bitcoin dominant le marché, et l'Ether aussi, ça ne nous a pas posé trop de problèmes jusqu'à un certain moment, où finalement, nos clients nous demandaient de manière assez consistante plus de coins. Et du coup, on se privait, ce problème faisait que finalement, on se privait on perdait des opportunités de marché parce qu'on perdait une partie de nos clients qui allaient se fournir ailleurs. Et puis, on souffrait aussi pas mal d'une comparaison avec des places de marché, des acteurs comme Kraken et Binance, qui, eux, dont c'est le métier finalement de lister beaucoup de cryptos, beaucoup de coins et aussi beaucoup de shitcoins pour que l'offre et la demande se rencontrent. Du coup, l'impact pour CoinHouse, c'était vraiment une limitation d'un point de vue croissance et bien sûr du churn. Et donc, on s'est dit qu'on allait accéder aux requests de nos users et qu'on allait effectivement lister plus de coins. Mais pour nous, c'était hyper important de le faire en faisant levier sur nos forces. Et une de nos forces, c'est qu'en interne, on a vraiment des profils qui sont très crypto et des profils qui sont très finances traditionnelles. Et en réalité, on a une équipe d'analystes qui est capable de vraiment identifier et analyser les crypto-actifs à la fois sur leur fondamental et le fondamental du projet, est-ce que le projet tient la route, mais aussi sur l'analyse technique et à savoir est-ce que ça traîne sur le marché. Et ce qui nous a permis de, du coup, shortlister des coins qui ont un très fort potentiel et du coup qu'on recommande à nos clients plutôt que de lister n'importe quel coin qui n'apporterait pas forcément de valeur ni de cohérence à la stratégie d'investissement de nos clients. Et puis, on ne fait pas que les lister. Parfois, on les déliste aussi. Il y a un vrai cycle de vie derrière. Ça nous a permis de, finalement, capturer beaucoup plus de business. Aujourd'hui, ces coins-là, c'est 55% du volume qui transite sur la plateforme. Et puis, bien sûr, ça a donné naissance à d'autres use cases derrière,
comme le swap et la possibilité pour un utilisateur de faire différentes actions, d'échanger des cryptos contre des cryptos et de faire de l'arbitrage en quelque sorte. On a aussi, on a aussi un pari qui est encore en cours, à savoir ces analyses en fait assez complexes que nos analystes font sur le fondamental ou la technique. On s'est posé la question de savoir comment on pourrait peut-être les expliciter à nos utilisateurs, mais à travers un indicateur très simple. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Mais malgré tout, les utilisateurs continuaient à nous demander de manière assez consistante, toujours, d'ajouter plus de coins. On veut plus de coins. C'était un peu ça. Alors, au produit, on fait pas mal attention à ce type de feedback parce que plus n'est pas égal à plus de business. Donc, du coup, on a essayé de prendre du recul par rapport à ce feedback. Et puis, au début, on s'est dit, c'est normal, en fait, l'écosystème, il évolue en permanence. Ça fait sens, en fait, de lister des coins et, comme je vous l'ai dit, finalement, d'en délister aussi certains pour refléter le cycle de vie du marché. En revanche, ça nous a aussi permis de révéler des besoins un peu plus latents. Et donc, on a changé un peu de paradigme. D'un côté, CoinHouse a toujours eu ce rôle assez pédagogue sur le marché pour faire monter en compétence nos utilisateurs sur ce qu'est la crypto et pour driver de l'adoption en réalité. Et de l'autre, on s'est dit, on s'adresse à un persona qui de toute façon a des connaissances assez limitées en crypto et assez limitées en finance. Et finalement, la question qui les taraude, ce n'est pas tant plus de coins, parce que le coin n'est qu'un moyen, et c'est un moyen de faire de la performance en réalité. C'est un moyen de placer son épargne et de le faire fructifier. Et donc, à ça, on a plutôt répondu à ces utilisateurs-là qu'on allait proposer des solutions clés en main. Parce que certaines personnes qui ne monteront jamais en compétences et qui n'ont pas le temps, parce que construire une stratégie d'investissement, en fait, c'est un vrai métier. Donc, packager ce type d'offre, c'est le pari qu'on est encore en train de mettre en place aujourd'hui, à travers, par exemple, la mise en place de comptes rémunérés, pour que nos clients aient finalement une manière très simple d'investir comme des pros sans pour autant être des experts. Le quatrième problème, voilà, on a un petit problème de slide, tout va bien. En plus, c'est le problème. Le quatrième problème qui a été très, très structurant pour nous, c'est celui de l'écosystème finalement. Les cryptos, c'est la jungle. C'est la jungle, c'est le Far West. C'est vraiment, en tout cas, c'était un milieu et un écosystème qui a beaucoup souffert d'une réputation très sulfureuse, avec souvent associé à des scams, au darknet, au blanchiment d'argent, à la drogue. Voilà, pour ne pas les citer. Et ça, c'était un vrai problème pour nous parce que ça posait un problème de confiance, à la fois pour nos utilisateurs finaux, à la fois pour nos partenaires bancaires et à la fois pour les régulateurs. Et donc, ça délégitimait totalement notre business, là où on était plutôt... et c'était une vraie menace en réalité, et là où on avait vraiment besoin de drivers à l'adoption. Et donc, c'est là que, là aussi, on a pris pas mal le contre-pied du marché. On s'est dit que pour nous, la réglementation, c'était vraiment un driver d'adoption. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'embrasser ce positionnement très en phase avec le régulateur et la compliance depuis très longtemps. C'est ce qui nous a valu d'être le premier acteur régulé par l'AMF en France. Mais être premier de la classe, ce n'était pas une fin en soi. Derrière, ça nous a surtout permis de ramener la confiance dans l'écosystème auprès de nos utilisateurs finaux, auprès des régulateurs et auprès des acteurs de la finance traditionnelle également. Parce que finalement, avant d'être des cryptos, eh bien, il y a des euros.
Et ça, c'est hyper important, encore une fois, de bien le comprendre et de bien se positionner sur ce sujet pour pouvoir, là aussi, faire d'un problème, finalement, une opportunité de business. Cette vision-là, elle continue à vivre puisque elle permet d'alimenter notre vision de crypto-banque européenne et de demain offrir des comptes bancaires plus seulement en crypto, mais aussi en euros et derrière d'adresser un certain nombre de use cases que je suis sûre vous avez hâte de connaître. Donc voilà pour je dirais les quelques gros problèmes qui ont été très, très structurants à la fois au produit et puis de manière plus générale pour Coinhouse. Et du coup, comme vous savez tous lire, voilà, on recrute. Voilà. Yes, on va parler un peu culture produit et je vais laisser Pierre aussi raconter une petite anecdote sur la manière dont vous échangez avec les PM sur la partie recrutement. Mais pour revenir un peu sur ce que vous disiez aussi, tu parlais du choix des coins, Sarah. Est-ce que vous utilisez un framework ou une méthodologie qui vous permet un peu de valider l'entrée d'un nouvel actif crypto ou d'un nouveau coin dans Coinhouse, en gros, dans votre offre pour les clients? Et si oui, c'est quoi le rôle un peu de l'équipe produit dans ce process par rapport à toute la partie analyse financière et le fait que vous voulez proposer aussi une approche qui est plus en phase aussi avec la finance traditionnelle. Donc, c'est un peu à la croisée des chemins. Comment vous, aujourd'hui, vous abordez justement cette question de l'offre produit côté équipe product? Eh ben, on s'appuie pleinement sur une équipe qui s'appelle ISS en interne, qui drive vraiment toutes ces analyses dites fondamentales et techniques, c'est-à-dire qui nous permettent de vraiment évaluer et qualifier le sous-jacent d'un projet derrière une crypto. En fait, il y a toujours un projet. Et du coup, il y a tout un business model, il y a tout un écosystème en réalité. Et du coup, ISS fait vraiment cette analyse-là. Derrière chaque coin aussi, il y a une tendance sur le marché. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. Et il y a une trend. Et c'est l'équipe ISS qui fait vraiment, qui met son expertise au service de ces analyses-là. Derrière, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu en fait pour savoir si on va lister un coin. C'est les liquidités, notre capacité à aller chercher ce coin sur le marché, sur des places de marché qui vont nous permettre de fournir nos clients avec la liquidité nécessaire. Et puis, je dirais qu'il y a aussi, bien sûr, le profil de nos clients. On garde toujours en tête le persona qui n'est pas celui d'une place de marché. Et donc, c'est aussi à ce titre-là qu'on sélectionne nos coins. L'objectif pour nous, c'est vraiment de permettre à l'utilisateur de diversifier son portefeuille dans une optique de rentabilité. Et donc, chaque coin qui rentre sur cette liste a été le fruit d'une discussion qui, du coup, croise ces différentes dimensions et ces différents paramètres. Voilà un peu. L'équipe ISF, du coup, c'est la partie justement financière ou c'est une team où tu as un peu de l'équipe product et justement des gens qui ont plus Non, l'équipe ISS, c'est vraiment des financiers purs et durs, si je peux me permettre. Et c'est d'ailleurs pas mal des profils issus de la finance traditionnelle. Je pense que d'ailleurs, si ça vous intéresse, ils animent des webinars chez Coinhouse où effectivement, ils donnent des tips sur les stratégies d'investissement et autres. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site si ça vous intéresse. Mais c'est typiquement des profils issus de la finance traditionnelle et qui ont un gros background en ingénierie financière. D'accord. Okay. Et on s'appuie sur eux, on s'appuie finalement beaucoup pour finir de répondre à ta question, on s'appuie beaucoup sur eux pour justement toute cette compétence et cette connaissance métier issue de la finance traditionnelle. Ok, cool. Bah, écoutez, n'hésitez pas aussi dans le chat à poser vos questions. Ouais, moi, j'avais une petite question aussi sur cette story, elle est passionnante. Et moi, je voulais savoir si c'est pas trop confidentiel, hein, qu'est-ce que vous avez justement dans votre roadmap là
sur les mois, les trimestres à venir? Ça va trop de map produit. Hein. On a finalement quelques gros objectifs à moyen terme. Pour nous, vous le savez certainement, on est en pleine phase de scale. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter nos parts de marché sur la partie retail. Le deuxième gros objectif qu'on a, c'est sur la diversification de nos revenus et notre capacité à générer des revenus un peu plus récurrents qui sont davantage décorrélés finalement des cycles du marché. On a un troisième objectif autour de l'engagement client et de l'expérience utilisateur pour essayer d'aider un maximum nos users à investir de manière gagnante, tout simplement. Bien sûr, autour du stockage de l'euro, et ça a été brièvement évoqué, parce que notre objectif, c'est de devenir une institution de paiement au sens réglementaire du terme, et ça va driver pas mal de chantiers côté produit également. Et puis, qui dit boîte qui scale, dit la nécessité d'automatiser un certain nombre d'opérations et de toujours continuer à monitorer notre risque et le risque associé à nos utilisateurs. Donc, très concrètement, si on parle de fonctionnalités produits, comment je permets à mes users de stocker des euros et puis peut-être derrière de transférer leur salaire, qui sait. Comment je permets à mon utilisateur de mieux investir et de faire levier sur un tas d'insights pour pouvoir faire les bons choix d'investissement. Et comme on le disait aussi, comment on permet à l'utilisateur d'avoir accès à des produits sur étagère et des produits déjà structurés, de sorte que monsieur et madame tout le monde puissent vraiment investir comme un pro sans pour autant être un expert. Voilà, en quelques mots. On va donner la parole aussi à Victor juste après, mais tu parlais de un peu créer une UX, une expérience utilisateur un peu unique. C'est quoi vos inspi justement aujourd'hui pour créer un peu l'UX dans le marché crypto de demain, sachant que, tu l'as déjà dit, mais votre mission, c'est un peu de proposer un parcours clé en main avec une stratégie d'investissement long terme, ce qui n'est pas trop forcément ce qu'on trouve dans les cryptos, donc c'est déjà un positionnement différent, mais est-ce que vous avez des inspi et comment tu travailles sur l'expérience utilisateur à l'intérieur de Coinhouse? La question est vaste en fait. Le premier point pour nous, je pense que c'est de collecter du feedback client et d'essayer d'ancrer vraiment notre démarche par rapport aux besoins des users. Donc, ça veut dire à la fois de la donnée quanti, mais aussi de la donnée quali, bien sûr. Ça veut dire mettre différentes techniques du X-Design et du X-Research au service de cette collecte de données pour pouvoir en tirer des insights qui sont super actionnables. Et puis, c'est aussi de travailler très en transverse avec les différentes équipes de Coinhouse parce qu'on a finalement des gens qui sont hyper impliqués dans le produit en interne et qui ont tous beaucoup d'idées. Et donc, c'est hyper important de faire un levier en fait, sur cette intelligence collective et de collaborer pour arriver à construire un produit qui fait sens pour Coinhouse et qui fait sens pour l'utilisateur et qui reflète vraiment qui on est. Jusqu'à présent, on a construit beaucoup de fonctionnalités, je dirais, de 0 à 1. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire un produit qui est très simple. Mais actuellement, on a un gros enjeu cette année de le rendre un peu plus désirable en réalité. Voilà. Victor, si tu veux prendre la parole pour poser ta question vraiment intéressante sur un peu builder un portfolio cohérent. Tu dis mic off, sorry guys. Ok, très bien. Dans ce cas, je vais la poser pour toi. Du coup, la question de Victor, comment est-ce que vous injectez du conseil dans votre product afin d'avoir un portfolio cohérent et diversifié? J'ai cru comprendre que vous opérez un pivot de l'achat-vente multicoin vers la gestion déléguée de crypto-actifs. Comment, pour reprendre le début, comment tu injectes du conseil dans le product en fait, à l'intérieur de surtout sur la partie diversification de portfolio et cohérence de ton portfolio d'actifs?
Et justement, c'est c'est un gros enjeu pour nous. Il est aussi beaucoup lié à l'organisation et notre capacité à opérer la transformation qu'on a initiée dernièrement sur l'organisation sous forme de squad pour pouvoir paralléliser les chantiers qu'on mène parce que pour réaliser justement cette vision-là, on n'a pas le choix de paralléliser en fait et de travailler à la fois sur l'engagement via le contenu, mais aussi sur la diversification de nos offres pour mieux monétiser nos users et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Marie. Non, Très bien. j'allais dire à peu près la même chose que toi. Non, effectivement, il y a un vrai sujet en termes de conduite du changement, de structure. Pour vous faire une petite histoire courte, quand moi je suis arrivée chez Coinhouse, ils étaient 45 il y a 5 mois. Aujourd'hui, on est quasiment 80. Quand je suis arrivée à la tech et aux produits, ils étaient 9. Aujourd'hui, on est 23. Donc, effectivement, il y a des gros enjeux en termes de être capable d'adresser les bons sujets avec les bonnes personnes. Et c'est aussi pour ça qu'on recrute beaucoup aux produits pour pouvoir trouver aussi les personnes qui vont nous aider sur ce côté stratégie long terme, sur cette vision vraiment de la culture produit qu'on peut avoir et qu'on veut mener en fait de front. Pas forcément juste aux produits et à la tech, mais vraiment chez Coinhouse de manière générale. Donc effectivement, c'est des super beaux chantiers qui arrivent cette année. Là, donc on a hâte. Et du coup, je vais ouvrir le micro. On a une question de Nicolas aussi. Après, je te donnerai peut-être le mic ou je la poserai. Mais Pierre bosse pas mal avec toi, Marie, sur justement l'échange avec les candidats, notre communauté, etc. Et il nous fait souvent des retours sur des techniques, etc. Je vais le laisser un peu raconter sa petite anecdote et peut-être après tu pourras builder dessus et expliquer comment tu véhicules de la culture produit dès les premiers échanges, ce que je trouve hyper intéressant. J'introduis ça, les anecdotes de Pierre. Voilà. Non, écoute, exactement, la minute Pierre. Il n'y a pas d'anecdote particulière, mais effectivement, je bosse avec beaucoup de boîtes, beaucoup de recruteurs. Et je vois qu'il y en a plus, il y en a qui ont plus de mal que d'autres à attirer des bons profils dans leur process. Et là où Marie elle est très très forte, c'est que justement des très bons profils, même qui parfois déclinent la mise en relation, elle arrive à les rattraper dans le process parce que souvent les gens ils sont effrayés, ils se disent la crypto c'est un domaine particulier, j'ai aucune expérience, j'ai aucune appétence par rapport à ce domaine et donc ils n'osent pas y aller. Et elle est très forte justement pour les rattraper, leur faire comprendre qu'ils ne cherchent pas des crypto geeks et justement qu'ils cherchent d'abord une culture produit. Et je pense que justement c'est comme ça qu'ils ont réussi. Parce que c'est quand même pas une mince affaire de passer de 9 personnes à 23 personnes à la tech en si peu de temps, croyez-moi, quand on connaît le marché et comment il est tendu. Donc voilà, si tu as des petits tips, Marie, sur comment tu arrives à véhiculer cette culture produit et surtout à donner au bon profil l'envie de vous rejoindre. Je ne sais pas si c'est vraiment des tips, je pense que c'est juste une question d'intégration. Moi, je fais beaucoup de… Enfin, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, ça a vraiment été une grosse phase d'observation. Il y a 5 mois, je connaissais rien dans la crypto, clairement. Aujourd'hui, mes amis m'appellent l'influenceuse crypto pour les 7 à 77 ans. Donc, c'est qu'on a dû faire quelque chose de bien. Il y a un sujet, je pense, autour vraiment de s'intégrer en tant que recruteur ou même en tant que… En fait, faire partie de l'équipe produit ou alors de l'équipe tech, c'est pas juste en fait recruter pour eux, c'est recruter avec eux. Je pense que ça, c'est vraiment la grosse différence. J'assiste au daily, on fait des workshops ensemble. En fait, toutes les choses en termes d'amélioration, que ça soit pas forcément juste de l'amélioration continue, mais juste en termes de communication, en termes de process, etc. J'ai vraiment de la chance, c'est que je travaille avec des gens qui sont pas forcément juniors en recrutement, mais qui ont compris en fait que c'était un métier. Et donc, du coup, j'ai pu mettre beaucoup de choses en place, dont quand on a refait tout le process pour recruter un PM, voilà, au début, on faisait des cas étudiés à la maison. Donc, en fait, ça rajoute un 7 jours, un 8 jours, un 10 jours dans le time to hire. Et en fait, on peut perdre des candidats assez facilement. Pas forcément en termes de motivation, mais pour d'autres choses. Et donc, en fait, maintenant, on fait ça en live. C'est beaucoup plus simple, ça nous permet de vraiment garder le candidat aussi dans la boucle. Et puis voilà, je n'ai pas forcément de tips. Je pense que juste être intégré dans les équipes, je pense que c'est juste le meilleur moyen pour comprendre ce qu'ils ont besoin, quel type de profil on peut aller chercher, pourquoi, comment. Et puis surtout, essayer en fait. Essayer, et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, mais au moins on aura essayé. Test and learn, on a beaucoup itéré et on continue à itérer et ouais. à apprendre aussi de ce process. Ouais.
C'est canon. Je confirme que Pierre est toujours très, très heureux après l'école avec Marie. Vous pouvez donner des conseils aux autres recruteurs ou m'aider à le faire. Je serais très volontiers, je serais très preneur. Non, mais c'est trop bien parce qu'en plus, je pense que ça fait partie des partenaires quand même beaucoup parce que vous avez vraiment compris la tension qu'il y a sur le marché du product et que les bons products, c'est un peu toi qui postule à eux et pas eux qui postulent à toi. Donc, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est la réalité, quoi. Je commence toujours mes calls en disant en fait, on va se concentrer sur toi d'abord. Tu vas m'expliquer ce que tu recherches, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, où est-ce que tu te vois, pourquoi, comment, quel environnement. Et puis, si ça colle avec ce que nous, on est capable de te proposer et pas forcément avec ce que nous, on veut, parce que c'est différent, encore une fois, en fait, là, je commence à parler de ce qu'on fait chez Coinhouse, etc. Mais d'abord, je pense que c'est vraiment important de se concentrer clairement sur le candidat, sur vraiment la personne qui va venir chez toi. Et c'est un peu, tu vois, comme quand tu vas chez les amis, en fait, au début, il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte, en fait, quoi. Donc, moi, je suis juste la personne qui ouvre la porte, quoi. Et puis, mais je pense que vraiment, ce côté transparent est vraiment important. Et puis, oui, effectivement, je me considère un peu comme le Tinder de l'entreprise, quoi. Mais c'est vrai, enfin, il faut que le match soit réciproque, autant en termes de valeur, autant en termes de ce qu'on peut apporter, ce qu'on veut apporter, etc. Donc voilà, je pense qu'on veut tous les mêmes profils sur le marché et c'est normal. Mais il faut aussi être capable de savoir ce qu'on peut apporter à ces gens-là. Et ça, c'est... Voilà. Et c'est quoi un peu le ressenti que tu as justement de l'écosystème product, des gens dans les products par rapport à votre industrie, par rapport à la crypto? Est-ce que tu sens une curiosité, au contraire souvent un peu une appréhension vis-à-vis de la partie tech, vis-à-vis de tout le reste, de la compréhension de cette industrie? En fait, je souris d'avance parce que je viens de nommer en fait dans mon ATS une raison de rejet qui s'appelle crypto-candidature. Parce que en fait, on est dans un écosystème qui est ultra attractif, mais qui du coup, c'est juste des gens qui veulent rentrer dans le domaine de la crypto. Et ça peut vraiment paraître hyper prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment quasiment un 40, voire un 50% de ce qui se passe aujourd'hui sur les candidatures entrantes, je parle. Et donc, effectivement, c'est être capable, en fait, j'aime bien, je pense que Pierre va rigoler parce qu'il a bien cette phrase, mais on est plutôt, en fait, des banquiers, mais sans costard, plutôt qu'une association de crypto-geeks, quoi. Et c'est vraiment vrai, en fait. Nous, on préfère clairement les gens qui vont pouvoir se mettre à la place de notre persona. Et notre persona, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui ne connaissait rien à la crypto et qui maintenant investit chez Coinhouse, bien évidemment, qui investit tous les mois. Et donc, ouais, effectivement, je pense qu'il y a deux types de profils. Il y a ces profils qui vont être... qui vont avoir cette peur, en fait, finalement, de l'industrie crypto, parce que ça veut dire volatilité, etc. Mais aujourd'hui, on a pas mal de choses associées à du stablecoin, donc il n'y a aucun taux de variation. Et c'est vers ça, en fait, qu'on s'en va, clairement. Et puis, il y a aussi les gens qui sont intéressés par le domaine et puis qui veulent comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, tu as aussi les gens qui sont surcalés en crypto et ceux-là, moi, me font peur. Mais c'est normal parce que déjà, c'est des gens qui ne pourront pas forcément se mettre à la place de nos users. Aujourd'hui, je crois qu'on a 37 coins de disponibles sur la plateforme et donc, du coup, c'est une question que je pose directement. Pourquoi tu penses qu'on n'a que 37 coins sur la plateforme? Et puis, arrive ce genre de discussion où finalement, c'est vous devriez en avoir plus. Oh, ou non, c'est bien, j'ai compris. Parce que du coup, c'est les stars un petit peu. Puis il y a aussi ce côté à être des projets qui sont viables. Alors, je mets des guillemets, bien évidemment, sur le viable. Mais ouais. On essaye de trouver un juste milieu. En vrai, pour moi, un super bon product manager, et je le dis souvent, c'est quelqu'un qui a des soft skills incroyables. C'est assez drôle parce que du coup, on a Antoine qui va nous rejoindre du coup avec The Product Crew, qui a un profil. D'ailleurs, si tu m'écoutes, salut Antoine, qui va nous rejoindre d'ici un mois et demi. Et c'est un profil en fait assez junior en produit, mais c'est un profil
très polyvalent et puis en fait qui a vraiment des soft skills incroyables, quoi. Enfin, le match s'est fait tout de suite en fait, clairement. On va mettre, tiens, je le mets, ton profil LinkedIn dans la conversation. Je fais un peu du Tinder hors the Product Room, mais je me permets, Marie, si vous voulez lui écrire suite à ce talk pour échanger, notamment sur les besoins en recrutement, n'hésitez pas. Je pense qu'elle sera très ouverte à ça, quoi. Tu me dis si je me trompe, mais… En fait, moi, je ne vois pas. J'ai encore juste nos slides, mais je pense que mon équipe technique va me dire s'il y a un problème ou pas. Yes. Et retenez bien, Non, si vous postulez chez Coinhouse, vous n'y connaissez rien à la crypto. Il y a une petite bannière bleue avec des bitcoins dessus, c'est moi. C'est bon. Trop bien. Cool. En tout cas, le lien LinkedIn est bien partagé. Et on va un peu revenir sur vos users. Justement, tu parlais du persona côté un peu recrutement. On a Pierre Guillard qui demande qui est le persona type et pourquoi avoir choisi ce persona côté client, justement. C'est hyper intéressant parce que vous êtes complètement différent de tous les autres acteurs dans la crypto sur ce point-là. Parce qu'il y a un gros marché derrière. Et surtout, comme je l'expliquais, en fait, la maison du Bitcoin avait vraiment cette envie et cette passion pour la crypto et cette envie de la transmettre, en fait. Et Coinhouse, c'est ça. Et donc, effectivement, on s'adresse à un persona qui n'est pas du tout un trader, qui ne connaît pas grand-chose à la crypto, qui a de 7 à 77 ans, je caricature un peu, mais c'est vraiment ça. On a un panel de clients qui est assez large en termes socio-démo. Certains vont investir énormément, d'autres vont investir très peu, à la mesure de leurs moyens, je dirais. Mais par contre, ce qui les rassemble, c'est vraiment cette intention derrière qui est de, en fait, je veux faire fructifier mon épargne. Je veux trouver des solutions de placement alternatives parce que aujourd'hui, sur le marché de la finance traditionnelle, c'est quand même un peu compliqué de faire des rendements dignes de ce nom. Et donc, dans ce cadre-là, on se positionne comme un partenaire de confiance auprès, finalement, d'un type d'utilisateur qui est très novice sur le sujet. Voilà, tout simplement. Ça marche hyper Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Puis je pense que en fait, quand tu commences à être expérimenté, quand tu commences à faire tes analyses toi-même, quand tu commences à trader pour tes amis, etc., en fait, ce que tu viens chercher, c'est le côté adrénaline. Et nous, c'est vraiment pas du tout quelque chose qu'aujourd'hui, on apporte. Donc, en fait, je pense que quand tu aimes ce côté à faire, à travailler ou même à acheter de la crypto qui est hyper volatile, pas forcément juste du shitcoin, mais même en fait, de manière assez générale. C'est pour ça que tu vois, notre système d'allocation, tu as plusieurs packages qui vont être disponibles parce que on a tout type finalement d'utilisateurs. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de matcher les besoins de l'utilisateur en fonction de son profil de risque, en fait, avec le bon panier de crypto et avec le bon placement, en fait. Et c'est d'ailleurs vraiment ce sur quoi on construit actuellement. Ok, hyper cool. Pierre, j'espère que tu as une réponse bien documentée à ta question. Est-ce que tu veux réagir dessus? Non, moi, en fait, là, du coup, j'aurais une petite question. Je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, mais ça concerne plus la crypto. Mais justement, il n'y a pas un risque à trop réglementer et trop se rapprocher en fait, des banques traditionnelles et au final de perdre un peu parce que ce que vous étiez à l'origine, c'est-à-dire une alternative à ça et un endroit où on venait chercher justement plus de rendement. Et le fait de proposer des produits de plus en plus sécurisés d'une certaine manière, il n'y a pas un risque justement de perdre un peu ce que vous étiez au début? En fait, je pense qu'il faut faire quand même la différence. En fait, encore une fois, on offre des produits qui sont en phase avec le profil de risque des investisseurs qu'on a en face de nous. Donc, il y a des gens qui vont être très risque-phobiques et à qui on va plutôt recommander tel ou tel type d'investissement ou tel type de produit financier, en fait, versus des gens qui ont vraiment envie d'avoir cette petite sueur froide sur le front et qui sont vraiment des risk-takers qui vont avoir envie qui sont prêts à prendre plus de risques. Donc, à perdre plus gros, mais aussi à gagner plus gros.
Parce que derrière, finalement, risque égale rendement, quoi. Plus les users sont prêts à prendre des risques, plus effectivement le potentiel de gain est élevé. Mais aussi, on a aussi, et c'est pas mal de nos utilisateurs qui sont des hodlers, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt être des conservateurs, ils vont investir dans la crypto et puis ils vont attendre aussi un certain temps que ça monte. Donc, ils seront pas du tout dans cette dynamique et dans la dynamique de marché où ça monte et ça descend. Et ils seront assez agnostiques à ça en réalité, puisque c'est des investisseurs de plus long terme. Donc, il y a vraiment deux aspects. Il y a à la fois le risque versus le rendement, mais aussi le temps sur lequel tu souhaites investir en tant qu'épargnant. Puis il y a un sujet autour de la sécurité aussi. Le fait d'être régulé, ça nous apporte aussi cette pierre de la sécurité qui fait que tu sois particulier ou entreprise ou institutionnel, quand tu mets beaucoup d'argent, tu aimes avoir cet aspect sécuritaire aussi, qui est clairement un des piliers aussi de ce qu'on fait, quoi. Absolument. En fait, la réglementation, c'est plutôt un gage de bienveillance et un gage de bonne pratique pour nous, pour ramener cette confiance et pour ramener en fait les best practices en matière de compliance et de sécurisation des fonds de nos clients. Et ça, voilà, et c'est plutôt pour nous un driver d'adoption qu'à l'inverse, un frein. Et ça ne nous empêche pas du tout de proposer des produits financiers attractifs, au contraire. Ok, merci. On vous a perdu en visuel, mais je vais en profiter pour donner le micro à Nicolas qui avait une question justement sur cette dimension de réglementation versus centralisation. C'était toujours avec Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, alors. Hello Nicolas. Bonjour. Oui, et Mehdi. Je suis rassuré, ça fait longtemps que j'ai pas frappé à la porte de CoinHouse, très longtemps, ça se compte en années. Je me présente brièvement en quelques secondes. Je suis un vieux client, on va dire. Et puis depuis ce temps-là, en fait, j'ai pris ma petite barque avec mes petites rames et puis je suis parti seul traverser les océans de la crypto et puis j'ai appris par moi-même. Donc, et puis aujourd'hui, je reviens par curiosité, en grande partie pour voir un petit peu la maison CoinHouse, comment elle a évolué avec ses nouveaux visages et puis ses nouveaux projets, tout ça. J'étais curieux de tout ça, donc c'est vrai que après, voilà, je n'ai pas envie de jeter le pavé dans la mare ni de casser l'ambiance, mais après, une fois qu'on est rodé en termes de crypto, on s'aperçoit. Après, c'est sûr qu'on est comme possédé, on vit crypto du matin au soir, on est obnubilé par ça, puis on se rend compte que c'est comme une sorte de bras de fer, quoi, entre le schéma de la finance traditionnelle un petit peu, et puis avec cette nouvelle technologie qui arrive, la blockchain, le Bitcoin, et puis qui donne un peu une opposition à tout ça. Donc on a l'impression que finalement c'est deux forces qui s'opposent. Et puis après voilà, c'est sûr que ces plateformes centralisées, donc ces plateformes centralisées ne vont-elles pas à l'encontre finalement des fondamentaux de la crypto elle-même? C'est pour ça, c'était ça ma question. J'avais jeté un petit pic. Réglementation égale centralisation, point d'interrogation. Donc c'est ça aujourd'hui, on le voit avec ce qui se passe dans le monde, quand on suit un petit peu l'actualité. Aujourd'hui, c'est un petit peu le Canada qui est sous le feu des projecteurs parce qu'il se passe des choses assez dramatiques. Et puis quelque part, le gouvernement canadien fait de la pub à la crypto, je pense involontairement, puisque on a Justin Trudeau qui part en croisade contre les wallets, contre les dons en crypto-monnaie, qui ont déjà servi d'alternative aux dons en dollars. Les gens se sont mis à faire des dons Bitcoin. Je pense que la question, elle est légitime. En tout cas, il y a moi, ce que j'aime bien dans ta question, c'est que ça reflète un truc qui est assez important chez nous. C'est un état d'esprit qui est le fait qu'il n'y a pas trop de tabous, on échange de manière assez libre.
J'imagine que c'est une interrogation qui a dû revenir peut-être sur la table. Marie et Sarah, vous en pensez quoi de la remarque de Nicolas? Déjà, je pense que si on se penche un peu sur l'actualité, on se rend compte que Facebook, je crois, vient de vendre… Alex veut répondre. Facebook, je crois, vient de vendre tout son projet Libra, alias Diem, et vient de s'en séparer en réalité, et vient de mettre un gros stop sur le développement de cette stratégie parce que pas du tout en phase avec le régulateur américain. C'est quand même un peu con, non, d'avoir justement, de ne pas avoir été assez collaboratif et de ne pas avoir eu une démarche suffisamment inclusive, en fait, vis-à-vis du régulateur et d'en arriver là. Oui, ça, oui. Nous, ce qu'on pense aussi chez CoinHouse, finalement, c'est que la clé pour l'adoption, c'est pas que c'est pas une guerre de monde, en fait. On ne pense pas que la blockchain et la crypto va totalement remplacer les codes et les règles de la finance traditionnelle et des gouvernements capitalistes dans lesquels on vit tous, en fait. Mais qu'à l'inverse, et d'ailleurs, c'est plutôt le pari qu'on a pris, qu'il fallait travailler main dans la main, en fait, avec cet écosystème pour pouvoir driver de l'usage et faire en sorte que ces systèmes-là ne soient pas utilisés que par une poignée de crypto-anarchistes, mais par monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que c'est vraiment le persona qu'on a à cœur d'adresser et qu'on a à cœur d'aider, en fait. Parce que c'est Alexandre, le CTO de CoinHouse, qui voulait répondre aussi à cette question de Nicolas. Bonjour à tous. Juste pour apporter un peu de… effectivement, Sarah a complètement raison et je rajoutais juste un truc, Nicolas. En fait, chez CoinHouse, c'est à peu près simple, c'est que la très grande majorité des gens qui sont chez nous en tant que clients, c'est nous qui conservons leur crypto. C'est grosso modo, on est garant de la sécurisation de leurs fonds. Et pourquoi on est garant? C'est du non custodian, c'est ça. Voilà, donc on fait vraiment le custody pour eux. Et là où finalement, je ne suis pas forcément en phase avec ton réglementation égale centralisation, nous, on va stocker les clients, on va stocker les cryptos et on va les sécuriser pour les clients. Et c'est pour, du coup, pour continuer ce que vient de dire Sarah, à savoir, finalement, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est madame Michu qui vient chez nous et qui achète de la crypto. En fait, elle ne sait pas potentiellement le fondamental de la crypto, elle ne connaît pas le fonctionnement de la blockchain, et finalement, ce n'est pas son sujet. Nous, notre sujet, c'est de lui apporter toutes les garanties, toute la confiance de comment finalement faire fructifier son investissement, comment faire fructifier son épargne, et ça passe par un rendement qui est généré par la crypto en règle générale, et qui passe par ce système de décentralisation, comme si tu connais donc de la DeFi et la CeFi, plutôt de la DeFi pour le coup, sur lequel on va apporter du rendement. Et finalement, nous, notre métier, c'est de rendre ça plutôt transparent pour le client. C'est de Madame Michu, finalement, elle ne connaît pas toutes ces complexités et ce n'est pas son sujet. Donc, on est un intermédiaire dans la crypto, on stocke la crypto, on la sécurise et on rend les choses simples. On n'est pas en train de centraliser tout chez nous, ce n'est pas le sujet. Oui, ça, je sais que la seule façon pour démocratiser ça le plus possible, c'est de simplifier au maximum. Ça, je sais, ça, j'en ai conscience. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Le taux d'adhésion de la crypto dans le monde actuellement est égal au taux d'adhésion d'Internet en 1998. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début. Et souvenez-vous, pour ceux qui peut-être sont comme moi, ont des cheveux blancs, souvenez-vous de comment était Internet à ce moment-là. Effectivement, ce n'était pas répandu comme maintenant. C'était pas, on n'en parlait pas de partout, etc., etc. Et donc, finalement, il y avait des gens qui essayaient de rester un peu le côté, comme a dit Sarah, très anarchique dans ce mode-là, parce qu'ils avaient peur que ça leur échappe. Mais finalement, ça leur a échappé. En tout cas, ça a grossi. Et nous, notre conviction, c'est que pour s'assurer que ça n'échappe pas dans n'importe quel sens et dans n'importe quelle direction, la réglementation, là, pour le coup, joue son rôle. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Sarah ou Marie, il y a plein de pirates, ça part dans tous les sens. Et il y a un moment donné, si on veut que finalement cet écosystème et son environnement grossissent bien, parce que ça est le sens de l'histoire, et ben, il faut que ça soit un tout petit peu encadré. Et ça n'enlève rien à la philosophie de la crypto. Moi, je peux te dire que je pourrais te permettre de rencontrer des gens chez nous, dont le directeur scientifique, qui est un crypto, mais depuis oui, je sais, j'ai déjà fait des webinaires avec M. Valente. Voilà. Ouais, dans ce cas, ouais, c'était très bien.
Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui vit la crypto, qui vit la blockchain, qui connaît ça par cœur. Là, il y a un des cofondateurs qui est juste à côté de moi, là, qui se rapproche, qui écoute, Vincent. Et c'est pareil, ce sont des gens qui sont là depuis le tout début, qui, même si on reste toujours sur cette ADN très crypto, en tout cas, on participe à travers la réglementation à l'évangélisation, finalement, du marché. C'est ça qui nous intéresse. C'est un débat qui est franchement hyper intéressant et qui pourrait aller dans des grandes profondeurs, je pense, limite philosophique, quoi, et que malheureusement, on va pas avoir le temps de tacler. Mais en tout cas, merci. Franchement, merci Nicolas pour ta question et Sarah pour ta réponse. Alexandre aussi. Merci à vous. On en est où, du coup, Mathias? Eh ben, écoute, ouais, on a à peu près répondu à toutes les questions, je crois. Du coup, cool. On va pouvoir un peu donner le mot de la fin. Rappeler du coup que, ouais, effectivement, on a de belles opportunités chez CoinHouse en ce moment. Chez The Product Crew aussi. Et chez The Product Crew aussi, voilà. Donc, on va vous remettre un peu les petits liens. Mais c'est surtout vraiment canon comme échange. J'ai également beaucoup kiffé ce finish. Donnez-nous vos feedbacks. On veut bien effectivement un petit feedback, une note sur 5 sur le chat. Que vous nous disiez un petit peu si vous avez vous aussi kiffé l'échange. Et on va réfléchir à des manières de continuer ce débat crypto product qui, je pense, a un potentiel bien plus large qu'un webinaire de 45 minutes. Mais merci à tous en tout cas. Merci beaucoup à vous deux, Sarah et Marie. Merci à Alexandre aussi d'avoir rejoint le débat. À vous tous qui avez posé des questions, on vous dit à bientôt. Merci pour le petit 5, Blandine, je vois. Oui, vous aurez accès à la rediff. On va vous envoyer un petit replay. Voilà, beaucoup de merci dans le chat. Je vous dis à tous à bientôt et encore merci à tous. Merci à vous, The Product Crew. À bientôt. Ciao, ciao.